capsule 3. Donc, c'est une série de 3 capsules en lien avec l'anxiété en milieu de travail. Donc, je me présente, je m'appelle Annie Roy et je suis infirmière diplômée depuis 2004. Je serai finissante de bachelière en sciences infirmières en avril 2022 et mon projet de fin de baccalauréat, j'ai choisi de vous parler de la santé mentale. Je suis originaire de Saint-Georges-Ouest en Beauce. Donc, faut-il dénoncer notre maladie mentale? Donc, c'est une capsule d'information éducative en santé mentale en lien avec le cours de soins infirmiers et de la communauté de l'UQAR. Donc, je vais faire la présentation par moi, Annie Roy, et je suis infirmière et étudiante de l'UQAR. Donc, le déroulement de la capsule, on va voir les actions facilitant la dénonciation de la stigmatisation et de la discrimination concernant un problème de santé mentale. Donc, que veut dire la stigmatisation et la discrimination? La stigmatisation, ça discrédite les personnes à part. Ça véhicule une image négative d'un groupe. Ça entraîne une mise à part des autres. Puis c'est une question d'attitude. Tandis que la discrimination, ça reflète un déni des droits juridiques auxquels la personne aurait accès. Puis ça diminue de la jouissance équitable des droits. Donc, le cycle de la discrimination, on peut y aller en 4 étapes. La première, c'est étiqueter. Donc, c'est quelqu'un qui va distinguer les différences visibles. Donc, un exemple, si on voit une personne sur le bord du trottoir et qui se parle tout seul, on va l'étiqueter, on va dire qu'il est atteint d'une maladie mentale. Aussi, le deuxième, c'est stéréotyper. Donc, ça généralise les défauts à partir de caractéristiques. Donc, les personnes qui sont en psychiatrie, il y en a qui disent qu'ils sont violentes et dangereuses. C'est pas vrai pantoute, hein? Alors, au niveau de la séparation, séparer les gens, donc on peut dire que ça différencie certaines personnes des autres. Donc, c'est nous, on est correct, puis les autres sont comme ça. Et on atteint la discrimination. Donc, discriminer une personne, c'est priver une personne d'égalité, traiter les personnes différemment aux yeux de la loi. Donc, un exemple, c'est refuser un emploi, se faire refuser un emploi à une personne, dans le fond, car elle a dit avoir une maladie mentale. Est-ce qu'on pourrait être refusé à cause de notre maladie mentale? On va en discuter. Statistiques et citations de la stigmatisation. Il y a 9 personnes sur 10 qui ont affirmé avoir été traitées de façon différente lorsqu'elles ont reçu un diagnostic de trouble mental. Donc, c'était sorti d'un livre de soins infirmiers et troubles mentaux de l'UQAR 2018. Et Albert Einstein, il a dit en citation, « Quelle triste époque où il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. » Donc, il y aurait du chemin à faire pour diminuer les préjugés dans notre société. Donc, l'approche stratégique contre la stigmatisation et la discrimination. Les actions à envisager contre la stigmatisation sont d'éduquer la population pour changer les croyances et les attitudes. Puis la mise en action pour changer la discrimination est des actions concernant l'application des lois et de la justice. Donc, il y a des conséquences de la stigmatisation et de la discrimination. Donc, ça amène l'autostigmatisation des gens. Selon la Société des troubles de l'humeur du Canada, l'autostigmatisation se produit lorsque vous commencez à croire en ces opinions négatives à votre sujet et que vous commencez à penser que vous méritez de vous faire injurer et de vous faire bloquer l'accès à des possibilités. Donc, l'autostigmatisation fait en sorte que les personnes avec des troubles mentaux cachent leurs problèmes. Hein? Puis les conséquences de ça, les personnes ils ont un sentiment de honte, de souffrance, et diminution de l'estime de soi, ils s'isolent. Donc, il faudrait vraiment diminuer la stigmatisation, la discrimination, faire de la promotion de la santé pour pas qu'on arrive à l'autostigmatisation. Donc, les méthodes stratégiques pour dénoncer sa maladie mentale auprès d'un collègue de travail ou de son employeur. Donc, premièrement, il faut connaître les droits émis par la loi, telle la Loi canadienne des droits de la personne. Un employeur ne peut pas vous congédier
si vous lui faites part de votre maladie mentale. Puis personne n'a l'obligation de parler de sa maladie mentale à son employeur. La loi précise également que vous n'avez pas à informer votre employeur de la cause d'invalidité. Alors, 3 conseils pour discuter avec votre employeur et de votre anxiété ou de votre dépression. Donc, la première, c'est prendre le temps de connaître vos symptômes qui sont présents, l'inscrire sur un petit papier, un mémo pour lui en parler. La deuxième, c'est préparer votre discussion avant votre conversation avec votre employeur. Donc, vous allez savoir quoi dire, puis ça va diminuer votre stress. Puis la troisième, c'est demander des aménagements au travail pour mieux se sentir bien. Donc, si vous demandez, vous en parlez avec votre employeur, il va pouvoir vous déplacer dans l'entreprise, puis vous allez être mieux structuré, mieux organisé, puis vous allez être moins stressé. Puis, selon la loi des droits de la personne, tous les employeurs doivent offrir des aménagements aux personnes vivant avec un handicap et la maladie mentale en fait partie. Donc, une statistique selon l'Association médicale canadienne, ça relève que 50% des Canadiens accepteraient de dire à des amis ou à des collègues de travail qu'un membre de leur famille a une maladie mentale, et contrairement à un taux de 72% concernant l'annonce d'un cancer. Donc, cette statistique, ça prouve que les gens ont encore des préjugés, ils ont peur de dire, de parler de leur santé mentale. Donc, c'est encore difficile de l'annoncer à son entourage. Il y a des conséquences de la dénonciation. Donc, selon un médecin, Samuel McKay, conseiller principal en santé mentale à la Sun Life, il disait que le silence pourrait aggraver les choses, il pourrait avoir des conséquences après, l'explication. La peur de dévoiler causerait aussi de l'anxiété. Ça se peut. Avoir peur du jugement des autres. On pourrait avoir un sentiment de regret si un collègue de travail a déjà des préjugés. Puis pour la franchise pourrait nuire, qui pourrait faire perdre un poste occupé ou une future emploi en vue. Mais tout ça, ça conduit à la stigmatisation et à la discrimination. Au niveau des avantages de la dénonciation, la divulgation peut aider vos collègues de travail ou votre employeur à comprendre les changements ou les difficultés qu'ils ont observés avant votre congé de maladie. Vous pourriez devenir un héros de l'adaptation. Vous pourriez devenir un porte-parole, un modèle. Vous pourriez avoir un sentiment de bien-être. Puis ça diminue vraiment la stigmatisation et la discrimination. Donc, ce tableau aussi, je crois qu'il est très intéressant. Donc, pour diminuer la discrimination, il faut se servir des doigts. Donc, c'est une question de confidentialité. Je vais vous expliquer quelques lois qui pourraient vous aider si vous voulez dénoncer votre maladie mentale. Alors, selon l'Office des personnes handicapées du Québec, le dévoilement de sa santé mentale lors de l'entrevue d'un emploi, pour un emploi, serait illégal. La demande d'accommodement peut attendre après l'embauche. On n'est pas obligé d'en parler durant l'entrevue. Ensuite de ça, il y a des lois canadiennes au niveau de la Charte des droits de la liberté de la personne, puis dont les droits à l'égalité de la reconnaissance de l'exercice des droits. Au chapitre 12, chapitre 1.1, à l'article 10, on dit « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits de la personne et liberté, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, etc., etc., etc. » Puis on parle aussi de l'handicap là en bas. Là. Et l'autre ligne en dessous, il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Également, selon aussi la Charte des droits et libertés de la personne à chapitre C12, chapitre 1, liberté des droits fondamentaux, à l'article 16, on dit que nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, etc. Vous pourriez le lire tantôt si vous voulez. Et à l'article 18.1, nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir, etc., etc. Donc, c'est des lois qui peuvent vous protéger. Également, dans la loi à la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse, article 18.1 de la Charte des droits et des libertés de la personne. On dit qu'un employeur a un bureau de placement où toute personne intervenant dans la sélection de personnel doit donc s'abstenir de poser toute question directe ou indirecte visant à obtenir des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 de la Charte. L'employeur est responsable des violations de la Charte commises par un tiers, en exemple dans une clinique médicale, à qui il délègue une partie de son processus de sélection. Donc, ces lois-là sont très importantes. Si vous voulez vous protéger, c'est ça qu'il vous faut pour au niveau de la dénonciation de votre maladie mentale. Alors, pourquoi faire de la prévention et de la promotion en santé mentale? Dans un rapport en 2013, la Commission de la santé du Canada relève que 21,4% de la population active en situation de travail était aux prises avec une maladie mentale en 2011. Ça, c'est en 2011. Puis, il y avait des répercussions pour ça. Donc, il y aurait les gens, l'absentéisme, présentéisme. Présentéisme, c'est quand tu es à l'emploi, mais que ça n'avance pas, là, ça ne produit pas, là. C'est comme au neutre dans ton travail. Et ça amène des répercussions au niveau du retrait du marché du travail. Donc, ici, je vous ai fait je vous ai montré un petit tableau, là. Donc, on voit qu'en 2011, en bas, là, il y avait 6. Donc, les coûts associés par une baisse de production, comme on vient de dire, dû à la maladie mentale, il y a 6,4 milliards de dollars en 2011 à 16 milliards de dollars par année en 2041. Donc, si vous voyez le cumulatif de toutes ces années-là, donc 30 ans de différence, on part de 2011, 6,4 milliards que ça coûte, et en 2041, 198 milliards. Fait que si on est capable de diagnostiquer les gens d'avance, puis les maintenir à la productivité, éviter des arrêts de maladie prolongés, on pourrait vraiment économiser au niveau des gouvernements. Alors, suite à des constats qu'ils ont vus dans cette étude-là, le rapport indique que l'impact des troubles mentaux et des maladies mentales se fait particulièrement sentir dans les milieux de travail et chez les jeunes adultes en situation d'emploi. Puis les personnes fraîchement entrées sur le marché du travail sont plus affectées. Le taux atteint 28% chez les 20-29 et à l'âge de 40 ans, près de 50% de personnes auraient été prises avec un trouble mental ou une maladie mentale au Canada. C'est quand même beaucoup. Et les avantages de la promotion, là, pourquoi on fait de la promotion de la prévention? Sur l'anxiété en milieu de travail, donc en promotion, on veut diffuser l'information pour enseigner le public sur la santé mentale et les troubles mentaux, et c'est souvent affiché par les gouvernements qui font des grandes promotions de la santé. Il y a des stratégies qui consistent à être implantées sur les saines habitudes de vie pour diminuer notre anxiété. Puis il y a des renforcements de l'action des milieux communautaires, comme le rappel à Saint-Georges. Il y a des avantages aussi au niveau de la prévention, parce que la prévention, ça se situe entre 3 classes, prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, au primaire, c'est une réduction de l'incidence des troubles mentaux. On va enseigner dans les entreprises des mesures préventives sur l'anxiété. On va référer si les gens veulent consulter, puis aussi il y aurait de la prévention au niveau du suicide. Au niveau secondaire, ça cherche à réduire la prévalence des troubles mentaux. Donc, c'est des interventions précoces, des renseignements sur les signes et symptômes de l'anxiété. C'est des suivis avec les équipes de santé mentale en communauté et en organisme communautaire. Et les préventions tertiaires, c'est une réduction de la morbidité et des incapacités avec présence de la maladie. Donc, il y a des réadaptations psychiatriques. Au niveau du rappel, on peut faire des consultations de groupe, l'information et de la réintégration au travail, comme le rappel le fait. Alors, les bienfaits de l'aide communautaire, on dit que ça diminuerait l'anxiété. Donc, les bienfaits de l'aide communautaire, on appelle ça faire du bénévolat. Selon le Centre d'action des services communautaires d'Ottawa, le volontariat diminue le taux de dépression, apporte une meilleure gestion du stress, le bénévolat diminue la tension artérielle, un bon comportement libérait des neurotransmetteurs stimulant la bonne humeur, ça l'aiderait
l'EPER réduit la douleur chronique des personnes et on vit plus longtemps. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Ça m'a fait plaisir de vous parler de la santé mentale. Il y avait 3 capsules, c'était la dernière. Donc, on se dit à la prochaine. Annie Roy, infirmière étudiante de l'UQAR. Bye bye!